mon cher Oumar Adéandjou. Bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Stéphane, bonjour chers téléspectateurs et chers auditeurs de Diaspora FM. Alors, mon cher Stéphane Arinouhossou, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Oumar et bonjour aux téléspectateurs. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je suis en train de faire quelques réajustements par rapport à mon réalisateur. La mission n'a pas été... Je vous ai commandé une mission, vous ne l'avez pas bien assurée. Bon, alors Oumar Adéandjou, pourquoi ce petit retard? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il y avait, on va dire, un embouteillage, ce qu'on appelle communément go slow chez nous. Je n'ai pas compris, vous étiez en avion? J'étais sur la voie, sur la route qui relie... Parce que normalement, en avion, vous ne devez pas faire d'embouteillage. Il y avait de gros camions et puis il y a eu quelques petits accrochages. Enfin, il y a eu un petit accrochage. Ah bon? Voilà. Déjà ce matin? Oui. Alors que je venais à peine de prendre par la voie, donc juste après nous, il y a l'accrochage. C'est pourquoi il faut quitter tôt la maison. Pour éviter tous les risques de retard. Il faut quitter tôt la maison, même si parfois, très tôt, on peut aussi être confronté à quelques difficultés. Stéphane Arinouhossou, vous avez été très matinal ici. Oui, oui, absolument. Je me suis levé un peu plus tôt. Et ça a fait que je me suis rendu sur les lieux sans grande difficulté. On taquine les amis en disant est-ce qu'on a versé de l'eau sur votre lit? Ce n'était pas votre cas. Non, absolument pas. C'était pour prévenir les aléas, les éventuels aléas. Très bien. Alors, je pense que c'est bien enseignement supérieur et non enseignant supérieur. Enseignement supérieur comme un sujet 1 que nous allons aborder. Moi, j'ai écrit dans mes notes enseignement supérieur, alors que c'est enseignement supérieur. Je parle comme ça à Marcel Yeddo. Le Bénin lance un recrutement. Qu'il vous souvienne qu'il y a quelques semaines, nous avons parlé de cette lettre ouverte adressée, je crois, c'était au président de la République, non? Bien sûr que oui. Bon, oui. En tout cas, c'était une lettre ouverte. Les docteurs qui étaient mécontents, qui ont donc demandé à ce qu'on recrute et tout. Est-ce qu'on peut dire, Stéphane Arinouhossou, que leur appel a été entendu? Dans une certaine mesure, hein, on peut dire que leur appel a été entendu. Mais la grosse interrogation, d'abord, il faut saluer les différentes réformes entreprises par le gouvernement dans ce secteur pour renforcer un peu, pour améliorer la qualité de l'enseignement dans le supérieur. Mais est-ce que fondamentalement, c'est leur appel qui a reçu un écho favorable? Parce que dans le fond, il y a quand même des revendications. Que voulez-vous dire? Vous voulez-vous dire que peut-être que la machine était en préparation? Vous voulez-vous dire que peut-être que c'est une coïncidence? Oui, peut-être, pas forcément que c'est une coïncidence. Ce qui est sûr, c'est que la réforme initiée dans le secteur, si les docteurs sont montés au créneau, c'est parce qu'ils ont quand même un certain nombre de doléances. De doléances, ils estiment que ces doléances-là n'ont pas encore été fondamentalement prises en compte dans les réformes qui sont initiées. Notamment, si moi, j'ai lu un peu, notamment la question du ratio enseignant et étudiant. La question du ratio enseignant et étudiant. Est-ce que le nombre que le gouvernement prévoit recruter peut satisfaire peuvent satisfaire ce cri d'appel des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, le tout n'est pas de recruter. Est-ce qu'aujourd'hui, le nombre d'enseignants admis à la retraite et le nombre d'enseignants qui est recruté, est-ce que ça permet de résorber la situation? Ça, c'est d'abord ça qu'il faut pouvoir chercher à comprendre. Ensuite, il y a la question, n'est-ce pas, donc, de la rémunération. De la rémunération pour des docteurs. Est-ce que lorsqu'ils seront recrutés, ce que le gouvernement prévoit, n'est-ce pas, donc leur reverser en termes d'émoluments, en termes de salaire, est-ce que ça correspond, n'est-ce pas, donc
à leur statut, à leur rang, est-ce que d'une certaine manière, ça ne vient pas, je veux dire, un peu remettre en cause ce qui se faisait? Est-ce que c'est de leur goût? Donc je trouve Est-ce qu'un tien ne vaut pas mieux un tien vaut toujours mieux que tu ne l'auras pas? Évidemment, mais quand on dit un docteur, enseignant du supérieur, enseignant à l'université, c'est quand même certaines postures qu'il faut avoir. On parle d'aspirants aussi à l'université. Justement. On sait ce que les autres aspirants ont enduré pour en être là aujourd'hui. Donc ça veut dire que, je ne sais pas, est-ce que eux aussi ils vont pouvoir souffrir un peu? Non, quand on dit souffrir un peu, non, c'est quand vous parlez de monuments. Voilà. On ne sait pas encore, on n'a pas les informations. Non, c'est vrai, on n'a pas les informations factuelles pour dire, mais c'est-à-dire que quand on dit aspirant, déjà au niveau de la terminologie, ça pose un problème. Maintenant, quand c'est quand même un docteur, d'accord? Mais il est aspirant. Il est aspirant, voilà. Il sera d'abord aspiré. Non, s'il vous plaît. Et il faut pouvoir intégrer tout ça là dans une dynamique pour que ça puisse anoblir l'enseignant. Et je trouve que c'est ça la préoccupation de ces docteurs-là qui ont exprimé leur inquiétude, leur ras-le-bol, etc. Donc il faut pouvoir que le gouvernement, dans la mise en œuvre de ces réformes, puisse véritablement tenir compte. Si on veut recruter pour recruter, d'accord, on va recruter, c'est bon pour le système, mais est-ce que ça répond aux réelles préoccupations des acteurs du système? Parce que qu'on le veuille ou non... Moi, je réponds oui à leur place. Parce que dans cette lettre adressée, ils avaient parlé des problèmes liés au ratio. Justement, ratio étudiants, enseignants, les effectifs pléthoriques, et puis les anciens qui partent à la retraite, ils ont soulevé un certain nombre de questions. C'est pourquoi je dis, est-ce que ce recrutement prend effectivement en compte cette inquiétude exprimée par les acteurs du système? Si ce recrutement ne prend pas en compte les inquiétudes exprimées, c'est vrai, ça va être un début, mais il faut que le processus puisse se poursuivre pour qu'au niveau de l'enseignement supérieur, on ait un enseignement, n'est-ce pas, donc, de qualité tel que le gouvernement le veut pour, n'est-ce pas, donc, notre pays. Donc, je dis que cette démarche est à saluer. D'accord? C'est à saluer, mais il faut pouvoir tenir compte des préoccupations qui sont exprimées par les acteurs du système. Parce qu'on ne peut pas faire une réforme sans les acteurs du système. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans la personne. Très bien. Je me retourne vers vous. Vous avez suivi la réaction de Stéphane Arinrossou. Je crois que c'est avec vous que nous avons fait le débat sur ce plateau. Et voilà cette nouvelle qui arrive. Est-ce qu'elle est bonne? Et puis, couplée avec les analyses de Stéphane Arinrossou, quelle est votre analyse à faire à votre tour? Oui, moi je pense que quel que soit Alpha, quelle que soit notre position, je pense que la nouvelle est bonne. C'est qu'on recrute aujourd'hui des assistants qui certainement sont des gens qui ont des doctorats comme ceux qui avaient donc exprimé leur mécontentement la dernière fois. Donc c'est déjà un élément important à prendre en compte, un élément on va dire positif à prendre en compte. On va en recruter quelques-uns pour donc être des assistants à l'université. Donc fait partie donc du corps enseignant à l'université. C'est déjà un premier pas. Mais au-delà de tout ça, moi je dis c'est tout le système qui est à revoir, tout le système qui est à réformer. Nous sommes à l'ère des réformes. Moi je pense qu'il faut voir ça effectivement. Enfin, il faut réformer aussi donc ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, si on s'entend sur le fait que quand on part à l'université, c'est pour préparer en fait l'homme à la vie active, l'homme grand H à la vie active, à partir de cet instant, on doit pouvoir réformer notre secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que les formations données à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou, ces grandes universités que nous avons, qui sont peut-être même les plus reconnues en dehors du Bénin, les autres qui sont les écoles privées, qui essaient de faire, ne sont pas... Voilà. Est-ce que ces formations-là sont adaptées au marché, sont adaptées à la demande en matière d'emploi, sont adaptées aux niches d'emploi que nous avons dans le pays? Parce qu'il y a de l'emploi dans le pays.
Mais est-ce que les formations que nous donnons à l'université sont vraiment adaptées? Moi, je dis, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ces enseignants-là qui sont formés rien que pour l'évolution de la connaissance, rien que pour la recherche, rien que pour la science fondamentale. Je prends les sociologues qui sont formés tout le temps, alors que c'est des personnes dont on a besoin, mais partout, dans tous les secteurs. On a besoin de sociologues dans les entreprises, on a besoin de sociologues dans l'administration, on a besoin de ces gens-là pour venir penser un certain nombre de choses. Même les philosophes, on en a besoin un peu partout. Même dans les médias, on a besoin de philosophes qui viennent penser les choses dans le secteur des médias, de philosophes spécialistes des médias, de philosophes spécialistes, par exemple, des réseaux sociaux, puisque voilà des problématiques aujourd'hui qui sont des problématiques actuelles sur lesquelles nous devons nous pencher. Mais ces personnes-là sont formées uniquement pour la science fondamentale, pour venir penser, faire évoluer la connaissance, et comment on appelle, la connaissance humaine, et à la fin, on va devenir des chercheurs et tout. Donc, vous les formez pour ce secteur-là, et après, vous vous plaignez qu'ils ne demandent pas à être recrutés. Voilà, il y a un problème. Donc, moi, je dis, c'est tout le secteur qu'il faut réformer. Oui. J'espère que Mme Yahi nous entend. Si elle peut, je ne sais pas moi, Madame pour faire des propositions. Oui, si, moi, ça a été mon professeur comment on appelle, de chimie organique. Ah oui? Oui, j'ai toujours son écriture dans mon cahier. Ah oui? Une femme mais extrêmement gentille. Un jour, j'étais là, j'avais des problèmes en chimie organique. Et la chimie organique à l'université, c'est vraiment autre chose. On voit les électrons sauter en réalité. Elle te dit, oui, tel électron passe ici, telle chose. Donc, elle m'a pris le bec, elle a dit, non mais Ouma, tu ne comprends pas ça, c'est quelque chose d'assez simple quand même. Toi, tu ne comprends pas ça, ça m'étonne. Donne-moi le bic. Regarde, quand tu fais ça, tu fais... Et puis elle m'a montré, donc, j'ai gardé ce cahier-là jalousement. C'est Madame Yahi. En plein coup, elle a dit, non, ça saute en fait, l'électron vient ici, une fois que c'est venu, tu vois. Et puis elle a écrit, elle m'a tout démontré. Et c'est resté à jamais dans ma tête. Donc, c'est une femme qui est vraiment formidable, c'est quelqu'un qui, moi, j'ai une bonne estime de cette personne-là. J'espère qu'elle pourra faire des propositions, donc, à l'autorité pour qu'à un moment, on puisse se dire, dans le secteur, il faut revoir les choses. Surtout certaines facultés, il faut revoir vraiment les choses. Aujourd'hui, les mathématiques sont appliquées, mais à presque tout. Mais qu'est-ce qu'on en fait véritablement au Bénin? Parce que les jeunes ont envie d'étudier, ils ont envie d'aller le plus loin possible. Moi, j'ai mes enfants... On a de plus en plus des jeunes de plus intelligents que nous. Hein. Oui, moi, par exemple, je vais vous dire, moi, je veux que mon enfant aille plus loin que moi dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Ne serait-ce que dans les études aussi. Qui vous a dit qu'il ne veut pas ça? C'est Marcel? C'est pas Marcel. Je connais très bien les ambitions de Marcel Viedo. Marcel Viedo, c'est quelqu'un Il veut que son enfant soit, par exemple... Pourquoi pas même président du Bénin? Non, comment vous appelez ça? Un aéronaute. C'est possible. Marcel a de très grandes... Il n'y a qu'à le regarder debout, vous savez que Marcel, c'est pas... Enfin, voilà. Revenons à ce que nous disons. Oui, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je disais que, en fait, il faut revoir tout le système. Proposer des choses qui soient concrètes, c'est-à-dire des choses qui vont permettre aux étudiants d'être formés pour la vie active véritablement. C'est-à-dire leur formation doit désormais correspondre aux demandes d'emploi sur donc, comment on appelle, le terrain. Doit d'être conforme à, comment on appelle, aux offres d'emploi que nous avons effectivement dans le secteur du travail. Mais si ça ne correspond pas, rassurez-vous, les gens ne vont pas s'arrêter. Ils vont se dire, mais écoutez, si je vais jusqu'au doctorat, au moins j'ai la certitude finalement de devenir enseignant, de supérieur. Et donc tout le monde sera dans cette optique-là. Alors qu'on a besoin de bons ingénieurs, niveau master, dans certains domaines, on ne peut pas. On peut former des gens, de bons ingénieurs, je ne sais pas moi, spécialistes de la sociologie, de tel, et c'est de bons scientifiques qui seront sur le terrain, qui vont penser les choses, qui vont réfléchir sur les choses et faire évoluer le pays. Dans les autres pays, ça se fait. Je prenais tout à l'heure l'exemple des mathématiques. Aujourd'hui, dans les autres pays, vous ne verrez pas des gens se concentrer uniquement sur la science fondamentale en mathématiques. Non, on applique désormais les mathématiques à l'informatique, je ne sais pas moi, voilà, à beaucoup de choses aujourd'hui. On applique les mathématiques à des secteurs bien précis, à l'économie, mathématiques appliquées à l'économie. Donc, quelqu'un va plus venir s'asseoir pour dire non, moi je vais devenir chercheur, je vais m'asseoir dans mon bureau, je ne sais pas moi, dans la bibliothèque, que je vais commencer à faire évoluer, à résoudre. Certains chercheurs ne trouvent jamais. Oui, mais c'est souvent ça aussi, mais ils trouvent beaucoup aussi. Donc, on commence à résoudre des équations que les autres n'ont pas pu résoudre depuis des années, chercher les solutions. Oui, c'est important aussi de faire évoluer la connaissance humaine, mais au-delà de ça, on a besoin aussi de compétences pour que le Bénin puisse aller de l'avant aussi. Moi, je pense que c'est essentiel. Donc, il faut revoir tout le secteur. Maintenant, Stéphane a évoqué un certain nombre de choses. Est-ce que la rémunération sera conforme? Moi, je pense que... Avez-vous des suggestions à ce propos? Non,
En ce qui concerne ce recrutement, faut-il faire un recrutement dans les règles de l'art, mettre les enseignants dans les conditions qu'il faut? Oui, il faut considérer ceux-là qui ont eu des doctorats déjà il y a 10 ans, 5 ans, qui ont un peu plus d'expérience pour que, je vais dire, pour que la légende continue? Pas pour que cette légende-là continue, pour qu'on puisse réformer les choses et faire les choses de très 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 bonne manière. Quand je parle de légende, c'est que beaucoup de choses ont été faites depuis 2016 en matière de réforme dans l'enseignement supérieur. Oui, il faut continuer, il faut pas s'arrêter. Et c'est là où je dis, oui, c'est important qu'on puisse les recruter, mais il faut les mettre également dans de bonnes conditions. Je suis complètement d'accord. Il ne faut pas les recruter simplement pour... Oui, c'est ça. Il faut les mettre également dans de bonnes conditions parce que ce sont eux, les enseignants, enfin, s'ils sont, je ne sais pas, maîtres assistants aujourd'hui, demain, ils seront les professeurs titulaires. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut dès le départ aussi leur donner les bonnes conditions, les mettre dans de bonnes conditions. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'université. Par exemple, il y a vu la dernière fois l'Institut de l'eau, des choses comme ça. Oui, c'est des sciences qui sont désormais adaptées aux réalités de chez nous. J'ai vu, par exemple, l'Institut qui s'occupe de tout ce qui est environnement, cadre de vie et tout ça. J'ai dit oui, ça c'est bien adapté. Donc, il faut continuer à faire ces genres de réformes-là, à mettre en place ces genres de formations-là, ces curricula qui sont vraiment adaptés au secteur du travail aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement dans les sciences, ce n'est pas seulement dans cette... C'est dans tous les secteurs. C'est dans tous les secteurs. Et je prends très souvent l'exemple des sociologues. Parce que moi, la sociologie, c'est quelque chose qui me fascine. Comment quelqu'un peut s'asseoir et dire, voilà, par rapport à tel comportement, c'est dû... Mais pour moi, ça m'a toujours fasciné. Et ces personnes-là sont recherchées partout, dans tous les secteurs. Et on en forme beaucoup au Bénin. Finalement, les gens sont là, ils ne savent pas, comment on appelle, ils ne savent pas entreprendre. Ils ne savent rien faire. On ne leur a pas appris ça. Voilà, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Alors que c'est des gens tellement intelligents. Et rien qu'en parlant, ils peuvent te dire non, si tu dis ça, c'est parce qu'il y a eu tel... Mais tu es sidéré, tu te dis, mais attention, mais c'est des connaissances quand même. On forme toutes ces personnes-là et au finish, zéro. Donc, adaptons les curricula de formation à la demande sur le terrain en matière donc, de travail. Il y a des niches d'emploi au Bénin aujourd'hui. Repérons ces niches d'emploi-là et formons les gens dans ce secteur-là. Moi, c'est ça, mon objectif. Pas que les gens deviennent seulement docteurs. Oui, docteurs, on en a plein. Et tout le monde décide maintenant de mettre le DR là. Tout le monde si je devais être docteur, je devais avoir 4 doctorats. Et surtout que c'est votre professeur, ancien professeur qui est ministre aujourd'hui. Elle vous écoute. On va finir avec ce sujet. Oui, je vais vous permettre donc de faire vos suggestions. Oui, ce qui compte beaucoup pour moi dans ce recrutement, c'est qu'il faut aller vers la valorisation du doctorat. C'est très important. Il faut valoriser les docteurs. En quoi faisons? Parce que, voyez-vous, on ne peut pas traiter un docteur parce que, vous voyez, c'est quand même l'éminence grise. Vous voyez, c'est quand même... on ne peut pas traiter un docteur comme un chiffon. Non, on ne peut pas traiter un docteur comme un chiffon. Parce que, mais merci pour l'expression, ça décrit bien ce que j'ai dans ma tête. On ne peut pas traiter un docteur comme un chiffon. Non, pas du tout. Il faut je lis dans vos pensées. Oui, il faut qu'on apprenne à respecter l'élite dans notre pays. Ça, c'est fondamental. Et donc, le recrutement des docteurs répond à un besoin précis. Parce qu'à l'université aujourd'hui, nous sommes, on tend vers le vieillissement du corps professoral. Il y a les retraités, tout ça là qui sont partis. Il y a plein de jeunes qui se sont investis. Sortis d'un docteur, je pense que ce n'est pas, on ne sort pas de sa chambre à coucher et on vient au salon pour devenir docteur. C'est des années de recherche, des années de dur labeur. Parfois, on ne dort pas du tout. Et donc, il faut respecter ceux qui sont parvenus à franchir cette barre-là. Et donc, quand on veut les recruter, il faut y mettre, n'est-ce pas, donc l'esthétique qu'il faut, la démarche, n'est-ce pas, donc qu'il faut pour qu'on sente que... Ça donne envie de devenir docteur. Oui, pour qu'on sente que... J'ai l'impression que Stéphane est en train de préparer. Oui, pour qu'on sente que... Ah, il prépare même... Ah bon, Stéphane, vous préparez... Non, pas... Ça vient. Donc, il faut pouvoir les respecter. Ensuite, voyez-vous, je parlais d'émolument parce qu'un docteur, il n'est pas docteur pour aller s'asseoir. Il poursuit encore les recherches parce que quand il est assistant, il va devenir maître assistant, maître conf, professeur titulaire, etc. Donc ça nécessite de l'investissement, de la recherche. Donc il faut pouvoir le mettre, n'est-ce pas, donc, dans les conditions qu'il faut pour qu'il puisse répondre, n'est-ce pas, donc, à cette exigence qui s'impose d'ailleurs à lui. Il ne peut pas rester toute sa vie
assistant à l'université. Il faut qu'il évolue en grade. Donc il faut pouvoir que l'État puisse mettre en place un dispositif qui soit en mesure de les accompagner. Et je trouve que ça, c'est quand même un élément fondamental. Je suis d'accord avec ce que Oumar disait tout à l'heure quant à la professionnalisation de l'enseignement supérieur. Évidemment, quand on prend le système LMD, c'est un peu pour être dans ce schéma-là, pour que on ne sorte plus de l'enseignement supérieur généraliste ou qu'on soit forcément accroché aux questions de sciences fondamentales. Et cela est dû peut-être au fait que notre société aussi ne fait pas de plus en plus la culture, n'est-ce pas, donc de l'intellectualisme. Parce qu'avant, quand nous on était... La promotion des valeurs. Quand on était petit, on voulait être, c'est-à-dire, nos parents disaient victime d'enseignement. Mais aujourd'hui, là, dans nos sociétés, ce n'est plus victime d'enseignement. C'est quoi? Vous voyez? Et quand on est dans un système comme ça, moi je dis que... C'est pas comme ça pour tout le monde. Non. Aujourd'hui... Il faut nuancer. Non. Aujourd'hui, la tendance la dynamique qui s'installe, c'est que dès que ton enfant a le BPC, quelqu'un te voit pour dire il y a Zomé dit quand on va trop, quand on ne sort rien dans notre pays. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais si on doit... Une réalité sociétale. Mais s'il faut poursuivre, n'est-ce pas, donc dans cette dynamique, notre société finira par être vidée, n'est-ce pas, donc de sa substance fondamentale. Parce que ce qui construit une société, c'est la pensée. Donc il faut faire la promotion des valeurs. Ce qui construit une société. Voilà, il faut. Les élites, les enfants qui veulent devenir des élites. Voilà. Comme vous en êtes quand on va valoriser cette classe. La modestie ne vous étouffe. Quand on va valoriser cette classe-là, ça va susciter une sorte d'émulation au niveau des enfants qui vont dire, bon voilà, non, il y a Zomé. Et ça, c'est un fait qu'on ne dit pas assez. Ça disparaît. Ça disparaît. Quand vous allez dans nos écoles, quand vous allez dans nos lycées. Ils laissent place au computer. Voilà, les enfants disent même à leurs enseignants, mais à Zomé, c'est un dédiant. Ah bon? C'est vrai? Oui, à Zomé, c'est un dédiant. L'école ne sert plus à rien aujourd'hui. Quand on dit ça, c'est parce que sur le plan de la charpente... Mais à Zomé, c'est le soubassement de tout. Hein. Oui, justement. Le soubassement, c'est la fondation. Il faut pouvoir projeter ça dans le subconscient des populations en valorisant une certaine classe d'élite. Et ça, c'est fondamental. Donc, je trouve qu'il faut mettre ces docteurs-là dans les conditions qu'il faut. Et quand on voit un docteur, on doit être fier de devenir, n'est-ce pas, donc, docteur. Moi, je suis philosophe. Et en fait, j'ai fait la philosophie. Philosophe de formation. De formation, mais quand on vous ne dirait pas parce que vous ne philosophez pas sur ce plateau. Non, mais à l'extérieur, vous voyez, on dit il est philosophe de temps, de certaines spécialités très pointues. Très pointues. Mais pour qu'on aille là, il faut les moyens. Vous avez envie de réagir? Oui. Alors que je voulais clôturer avec ce sujet. Non, c'est juste un petit mot. Avant tout propos, j'aimerais dire quand même à Stéphane, et je viens d'apprendre que vous êtes philosophe, je ne le savais pas. Je vais vous recommander une dame qui est également philosophe. Elle a un doctorat en philosophie, enfin peut-être même plusieurs doctorats. Et elle est journaliste. Elle s'appelle Natacha Ponoli. Quand elle parle, je vous assure, quand il y a des hommes sur le plateau, tout le monde se tait d'abord. On l'écoute bien. Et c'est après ça qu'on peut retourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire un propos. C'est une personne, moi, qui me fascine en tant que philosophe. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on a besoin, Polony. Il y a toujours des gens qui... Enfin, dans tous les secteurs aujourd'hui, on a besoin de ces sciences humaines-là. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans les facultés où on forme les gens dans les sciences humaines, vous allez voir que le curricula est fait de sorte à ce que tout le monde devienne finalement chercheur en réalité. Et c'est ça qui est dangereux dans cette histoire-là. Des gens immensement intelligents. Enfin, je ne sais pas moi, c'est des gens qui sont très intelligents. On ne va pas faire philosophie parce qu'on a envie de faire philosophie. C'est parce qu'on en a la capacité et qu'on a les outils, on a les prérequis dans sa tête qui peuvent te permettre donc de comprendre un certain nombre de choses. C'est des penseurs en fait de la société. Et il y en a plein comme ça que je peux vous donner comme exemple dans d'autres pays, États-Unis, et comment on appelle, et France, que moi je suis tout le temps. C'est des personnes qui, enfin, quand ils
finissent de parler, tu prends forcément quelque chose. On en a besoin dans presque tous les secteurs. Mais allez regarder comment est-ce qu'on les forme aujourd'hui. Quel est le curricula de formation? C'est quoi les étapes qu'ils franchissent? Des efforts sont faits. Mais des efforts sont faits, des efforts sont faits. Il y a 20 ans, 25 ans. Je vous dis, oui, peut-être. Mais aujourd'hui... Bon, je ne sais pas si les professeurs continuent à traîner avec leurs fiches de 1960. Bon, parce que nous, on en a vu. Hein. Oui, moi aussi, j'en ai vu. D'accord. Et ça, c'est une réalité. Et la feuille jaunie, hein. Oui, tout est... Et c'est là que tu apprends qu'il a hérité ça de son professeur aussi. On est sorti ça d'un cercueil, quoi. Voilà. Et on veut que les enfants récitent. C'est qu'on lui a dit exactement là, il doit recopier ça. Tu lui as dit ça depuis 6 mois et il y a eu plusieurs autres cours qui se sont enchaînés. Mais on dit non, qu'il doit réciter exactement là. C'est insensé. Alors qu'il fallait actualiser. Voilà, il faut s'actualiser. Il y a des problèmes. Donc, la science, voilà, la science évolue. Oui. Et c'est ça que je vous dis. Et il y a certaines sciences aujourd'hui qui évoluent effectivement avec la société, qui s'adaptent à la société. C'est comme la philosophie dont on a parlé tout à l'heure. La philosophie évolue avec la société. Les formations qu'on doit faire, les gens qui doivent sortir, en fait, les philosophes qui doivent sortir, doivent être des philosophes adaptés à un secteur bien précis sur le marché de l'emploi. On ne va pas former des gens comme ça. Il va venir philosopher quoi? Il va venir parler comme Socrate, tout ça. Non, on n'en a pas forcément besoin. On a pour finir avec ce sujet. Oui, c'était mon petit mot. Oui, je voulais parler de la science qui évolue en donnant un exemple de la pesanteur. Mais ça, c'est juste pour vous faire rire entre parenthèses. Lorsque le maître a dit en classe à l'élève que, parlant de la pesanteur, lorsqu'on laisse un objet, que sous la masse, l'objet peut tomber, et que l'enfant est allé dire à son papa à la maison, le papa est arrivé, a demandé au maître qu'est-ce qu'il a dit. Le maître a répété, il a dit de prendre le chiffon et de laisser le chiffon. Le maître a laissé le chiffon est resté en suspens, en l'air. Et le papa de l'enfant a dit ce n'est pas partout que cette règle s'applique. Donc la science... Il y a les localités du Bénin. La science à ce niveau. Hein, voilà. Alors on va passer à un autre sujet. On va passer aux faux médicaments. Oui, aux faux médicaments. Aux faux médicaments, ce phénomène qui a l'applaudi apparemment, Stéphane Ahinou-Rossi. Oui, c'est un phénomène, comme tu te le dis si bien, qui a la peau dure, mais il faut chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi ça a la peau dure. Est-ce que vous en savez quelque chose? Oui, en fait, c'est dû au pouvoir. D'abord, il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance, et donc les populations ne sont pas suffisamment informées des réelles conséquences de cet acte auquel elle s'adonne. Ensuite, il y a la pauvreté. Il y a la pauvreté. Et il y a également la recherche de profit de ces commerçants véreux. Voyez-vous? Après ça, c'est tout un système. Hein. C'est tout un système. C'est comme les multinationales. C'est tout un système qu'on ne peut pas il faut vraiment que l'État déploie un lourd moyen pour démanteler, parce que ça vient du haut pour venir jusqu'en bas. Donc, les réseaux existent. J'ai suivi des documentaires, des magazines. Voilà. Et donc, ça là, ajouté à l'ignorance. En fait, à l'ignorance des populations qui ne savent pas que, en fait, quand tu souffres d'un mal, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de t'approcher d'un professionnel qui soit en mesure de t'indiquer ce qu'il faut faire. Ensuite, c'est parfois la pauvreté, comme je le disais. Il n'a pas, voyez, tu souffres d'un mal, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le minimum qu'il faut pour aller prendre le médicament. Tu te dis, bon, avec 100 francs, je peux prendre un truc à côté, sans savoir que l'automédication détruit encore l'organisme. Voyez-vous. Donc, ça là, je trouve qu'il faut pouvoir trouver, je veux dire, un mécanisme. Il faut que l'État renforce le dispositif d'abord de contrôle. Le dispositif de contrôle, il faut pouvoir renforcer. Et il faut que les populations n'apprennent pas à se protéger, à se couvrir. Se protéger, se couvrir, c'est que la bonne dame sait que quand son enfant est malade, il y a quelqu'un dans le coin qui peut l'aider avec de 200 francs à avoir un médicament pour soigner son enfant. C'est pourquoi vous parlez de pauvreté. Oui, et en même temps, ça veut dire que c'est un cycle infernal. La bonne dame qui a cette pensée se dit,
Ah, je ne peux pas dénoncer celle qui m'aide. Celle qui m'aide, en fait. Le parce résultat que est là. Elle a pris le médicament, l'enfant a eu satisfaction. Voilà, donc elle se dit qu'on ne peut pas le dénoncer ou la dénoncer. C'est d'ailleurs la pharmacienne du coin. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs la pharmacienne qui connaît tous les médicaments. Tel médicament. Voilà, et on te donne même la posologie et tout ça. C'est quand même un drame. Il faut pouvoir aller vers la sensibilisation et l'éducation. Parce que, en fait, dans tout ça, là, c'est que tout s'imbrique, tout s'entremêle. Et tant que les populations ne seront pas suffisamment sensibilisées sur le danger de prendre un médicament dont on ne maîtrise pas la provenance et les conséquences, après l'avoir ingurgité, c'est que le mal... C'est plus que la mort. Oui, le mal va persister et l'État ne pourra rien. Pourquoi? Parce que l'État ne peut pas... Jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas encore les moyens de mettre un policier dans chaque maison. Non. Donc, il revient... La population doit être elle-même son gendarme. Très bien. C'est très important. Je vais prendre la réaction de Ouma. Oui. Ouma, je salue quand même une dame, pendant que Stéphane en parlait, une dame dans mon quartier que je connaissais qui vendait les médicaments. Avant la lutte implacable contre les faux médicaments, a commencé par Diegoulé et autres. Et depuis ce moment-là que cette lutte a commencé, cette dame s'est reconvertie et plus jamais elle ne vend de médicaments. Aujourd'hui, c'est des oreillers, c'est d'autres choses qu'elle vend. Et je pense quand même que c'est une prise de conscience. Et celle-là, elle a fait l'école, elle a étudié. Est-ce que ce n'est pas aussi le niveau intellectuel qui fait que certaines personnes s'entêtent et ne comprennent pas à suffisance les risques encourus en ce qui concerne les faux médicaments? Oui, je n'ai pas dit le niveau intellectuel forcément, mais je vais dire le niveau de compréhension des gens. C'est-à-dire, il a parlé d'ignorance, et c'est ça le mot qui correspond. L'ignorance de certaines personnes, c'est ça qui nous conduit à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelques années en arrière, je vais peut-être même dire 20 ans en arrière, quand on parlait de la lutte contre les faux médicaments, vous savez qu'au Bénin ici, enfin, on est tous journalistes, on a fait tous des reportages sur ce sujet, et vous savez qu'il y a des gens qui disaient, eh bien, ils vont manger quoi? C'est pas leur travail, ça. La même chose qu'on dit pour tout ce qui est dangereux en ce moment, quand on dit arrêtez, ne faites pas. Il dit non, mais c'est leur travail depuis des années. Et puis, ce n'est pas des faux médicaments. Vous mentez, c'est des bons médicaments parce que c'est des médicaments indiens, chinois. Parce que... Oui, mais c'est conservé dans quelles conditions? Comment est-ce qu'on se conserve? Un médicament se conserve dans les conditions de Dantokpa, là. Vous avez vu comment est-ce qu'on conserve les choses là-bas? C'est comme ça qu'on conserve un médicament, un produit qui, rien que sur, et comment on appelle, les conditions atmosphériques, peut changer simplement sa composition parce qu'il peut même réagir tout seul dans son package et vous allez encore l'ingurgiter alors que, ayant déjà réagi avec l'environnement, compte tenu de tout ce qu'il y a, l'environnement n'était pas favorable, il y a eu des réactions dedans et vous ingurgitez ça encore. Donc c'est dangereux finalement. Vous voyez, c'est des choses très sensibles. Comment est-ce qu'on fait ça pour faire comprendre les choses aux populations? Je pense que c'est ça que, comme on appelle, Stéphane a dit. Il faut continuer la sensibilisation. Il ne faut pas s'arrêter. Parce que vous savez, la pauvreté combinée à l'ignorance, c'est extrêmement mais nocif, quoi. Notamment en ce qui concerne la santé. Il y a des gens qui sont devenus, qui ont détruit leur propre rein, tout simplement. Parce qu'à tout moment, ces gens de médicaments au bord de la voie, ils prennent ça avec des tisanes mal dosées aussi, tout ça ensemble. Le matin, qu'on sait, dit ah, c'est bon maintenant, je peux aller. Transpire. On transpire. Et on est content. Et on détruit ses reins. On détruit ses reins. On détruit son foie. Et on est content. On est content. Le soir, on mange la pâte dessus, mais comme on veut. Et puis finalement, voilà. Et à la fin, à peine 50-55 ans, diabétique. Telle maladie, hypertendu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il faut, voilà, il faut faire très attention à ces choses-là. Et moi, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. Aujourd'hui, la lutte contre les faux médicaments, je pense qu'il y a une avancée. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Oui, on revient de loin. On revient vraiment de loin. Souvenez-vous d'Adiegoulet et tout ça. On revient vraiment de loin. Donc, il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer. Et le dernier mot que moi, je vais dire aux populations, la pauvreté aujourd'hui, ne peut pas... à la population. Oui, à la population. La pauvreté aujourd'hui, le manque de moyens aujourd'hui ne doit plus être le moyen, comme on appelle, ce qui va vous pousser à aller acheter de faux médicaments. Et je vais vous expliquer. Dans les pharmacies, il y a des médicaments qu'on appelle médicaments génériques. Moi, je vous assure, il suffit simplement de vous renseigner un tout petit peu. Aujourd'hui, moi, je voulais payer un médicament contre la grippe pour quelqu'un ce matin. J'ai dépensé moins de 500 francs. Et c'est dans une pharmacie qu'il l'a acheté.
Ça, c'est les raisons pour lesquelles vous étiez en retard. Non, ce n'est pas seulement les raisons. Donc, oui. Et là, on a dépensé moins de 500 francs CFA et on a eu 8 comprimés, largement suffisants. Et chaque, comment on appelle, plaquette de 4 comprimés est unique. On vend ça comme ça, unique. C'est des médicaments génériques. Il suffit seulement de connaître le dit, je veux tel médicament, on te le vend. Et ça travaille exactement comme l'autre qui est... Je voudrais rapidement... Il n'y a aucun souci. La pauvreté ne peut pas être une limite au fait qu'on doit se soigner aujourd'hui. À moins que ce soit une maladie très grave. Et à partir de cet instant, on va dire tout simplement, on se remet à Dieu et que Dieu nous préserve. Parce que tu sois riche ou pauvre, face à la maladie, on est tous égaux. Voilà, ça peut nous emporter. Ce sera votre mot de fin pour l'analyse. Oui, je voudrais en quelques minutes. Et il faut demander aux pharmaciens, ceux qui nous servent les médicaments, d'être parfois, de faire cela avec beaucoup de professionnalisme. Parce que parfois, vous allez dans des pharmacies et il y a peut-être un médicament là. Il y a un qui coûte peut-être 8 000 francs. Je dis un truc bête. Oui. Et puis il y a un autre qui coûte 2200. Et dès que tu viens, il te propose 8 000. Vous voyez, ça te rebute. Et puis si tu n'es pas habitué pour dire, est-ce qu'il n'y a pas un autre qui traite le même mal un peu si tu veux moins cher, avoir honte, si tu veux jouer timide. Voilà. Il faut pouvoir faire cette communication-là quand on est pharmacien. On demande toujours le moins cher. Est-ce qu'il n'y a pas un autre qui est moins cher? J'ai tel mal, je souffre de... Voilà ce que le médecin m'a prescrit. Et aussi que les médecins essaient de voir le niveau de vie de ceux qui s'approchent pour savoir quel médicament et leur... Ils n'ont tenu compte seulement à lancer les médicaments de leur délégué, c'est ça? Les médicaments. Non, il faut pouvoir faciliter la tâche. Et je voudrais, pour finir, tu demandais tout à l'heure, est-ce que c'est... Tu as le cas de la dame que tu connais. Oui. Je trouve que parfois, c'est de la mauvaise foi de certaines personnes. La mauvaise foi qui les amène à vouloir coûte que coûte s'enrichir sur le dos des populations. Vous voyez, cette dame, compte tenu de sa conscience, a délibérément décidé de se reconvertir. Il paraît qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Hein? Oui, il y a beaucoup d'argent. Et justement, et c'est pour ça que certaines personnes, ayant conscience du danger qu'ils génèrent dans la société, veulent toujours continuer. Et il faut pouvoir sensibiliser, ceux-là et leur dire que vraiment, ils sont en train, n'est-ce pas, donc de créer un véritable dommage aux populations. Très rapidement, hein, vous avez dit quelque chose. Non, c'est juste un mot. Juste un mot. Vous avez dit que non, les pharmaciens doivent pouvoir regarder. Non, le pharmacien n'est pas là. Il ne peut pas reconnaître aux faciès de quelqu'un qu'il est pauvre ou riche. Ce n'est pas son rôle. Moi, je pense que c'est une sensibilisation qui doit être faite. Voilà. Il a parlé des médecins. Vous allez à la pharmacie aussi. Il a parlé oui, peut-être, oui, mais on ne peut pas forcément tout de suite. Non. Et puis le médecin, lui, peut. Non, mais il peut dire, il y a le médicament, il y en a pour 8 000, mais si vous n'avez pas vraiment les moyens, on peut vous servir. Une petite précision, Stéphane. Vous savez, on finit, s'il vous plaît. Celui de 8 000 et celui qui coûte 3 000. Celui qui est de 8 000 et celui qui coûte 3 000. Quelquefois, il y a une petite différence. Je vais vous expliquer aussi. Il y a des laboratoires qui ont poussé la recherche un peu plus loin, qui ont mis par exemple d'autres produits dans celui de 8 000 qui va faciliter finalement son absorption par le corps. Et de sorte que, en moins de 24 heures, tu es guéri. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, plus efficace. Alors que l'autre, il va te soigner. Mais peut-être que lui, il va mettre un peu plus de temps, 2-3 jours, et tu commences à ressentir que, voilà, il y a de l'amélioration. Donc, le médecin, lui, cherche la guérison la plus rapide possible. Donc, le médicament le plus efficace. Merci. Je comprends, mais il faut tenir compte de la situation sociale. Je suis d'accord avec vous. Je vous offrirai plus de temps à parler sur le forum des rédactions. C'est ce soir à 21h. Vous serez mes deux invités sur le forum des rédactions. Vous aurez plus de temps à parler. Donc, voilà, je vous l'ai déjà dit. Oui, ce n'est pas parce qu'un journaliste parle qu'il faut beaucoup parler. Donc, c'est fini pour l'analyse de ce matin. Merci à Marcel Yedo de l'avoir réalisé.